Tu te rappelles les ailes du dragon? Ah, de la BD belge. Je te parle du dessin animé. Ça change rien, c'est de la BD belge. C'est flagrant dans le style visuel et c'est flagrant dans le style narratif que c'est l'adaptation d'une BD franco-belge. Et en effet, c'est l'adaptation très libre d'une bande dessinée relativement obscure, en 2 tomes, avec laquelle la série n'a pas grand chose à voir si ce n'est le nom de certains personnages principaux et le contexte historique et géographique. Mais si j'ai cette réaction, c'est parce que la série animée Les Ailes du Dragon est typique de ce que la BD d'aventure franco-belge propose couramment, et que ça a tendance à me donner des angoisses. Oui, tu as eu plusieurs fois l'occasion de parler de ton problème avec la BD belge, tes difficultés à suivre le récit à cause de la place donnée aux détails dans les dialogues. Ça t'a posé problème dans Les Ailes du Dragon? Alors, oui et non. C'est indéniable, on a dans cette série la multiplicité de personnages et de factions impliqués dans l'action qui me fait décrocher d'ordinaire. Mais 2 facteurs ont contribué à limiter les dégâts. D'abord, cette série a tendance à entrer plus rapidement dans le vif du sujet que Blake et Mortimer ou Alix, mais tout de même moins que les BD dont les ailes du dragon sont adaptées, ce qui fait qu'elle m'a permis de comprendre une chose. En substance, la BD franco-belge d'aventure, ça consiste à mettre en scène une situation vachement complexe uniquement pour servir de prétexte à ce que le héros se fasse assommer et doive s'évader. Mais ça, on l'a déjà dit. Quoi? Oui, je te l'ai déjà dit dans la vidéo sur Alix, tu cherches trop loin. Les histoires sont avant tout des enchaînements de péripéties qui permettent aux héros, généralement relativement sobres par ailleurs, de s'illustrer. Ça veut dire effectivement que l'intrigue et le contexte servent de prétexte à des scènes d'action. Si tu préfères la comparaison, c'est comme les séries des années 80. La situation a principalement pour but d'amener des moments classe. Oui bah pardon, mais c'est un peu contre-intuitif que des œuvres autant portées sur la description globale de situations sur la forme soient en fait autant centrées sur le héros principal sur le fond. C'est en ayant un peu négligé la cohérence de ces scénarios au profit de quelques scènes clés, on y reviendra un peu, que Les Ailes du Dragon est parvenu à me le faire comprendre. Il y avait un deuxième facteur. Oui, et pour l'exposer, il faut donner une version abrégée du pitch. Notre héros, Yves Sinclair, est un aviateur qui travaille pour une compagnie de fret en Chine dans les années 20. Il est amené à transporter des marchandises et des passagers pour une foultitude de personnages historiques de l'époque un peu partout sur le territoire. Ainsi, cette série s'adresse à 2 publics. Les amateurs d'avions et les gens qui s'intéressent à l'histoire très mouvementée de l'entre-deux-guerres en Chine. Nous appartenons à la deuxième catégorie. Et bien que la série cherche avant tout à mettre en scène des aventures fictionnelles et ne propose qu'un survol de ce qui se passait en Chine à cette période, elle en donne malgré tout un aperçu assez diversifié. En plus de mentions plus ou moins anecdotiques d'événements et de personnages divers et variés, on rencontre aussi bien l'empereur Pouilly que des seigneurs de la guerre, aussi bien des révolutionnaires de premier plan et des communistes qu'Ambrosius des Mystérieuses Cités d'Or, qui a pris l'identité d'un archéologue anglais comme dans son concept d'origine. Si, c'est lui! Et on assiste même au début de la Seconde Guerre sino-japonaise. Ce qui pose des problèmes de chronologie, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Ces rencontres ne sont pas de nature à instruire le spectateur, mais donnent suffisamment de détails intrigants pour inciter à se renseigner davantage. Et donc, moi en particulier, qui n'y connais absolument rien, ça a piqué ma curiosité et m'a aidé à rester attentif à ce que faisaient les différentes factions et pourquoi, et donc à me concentrer suffisamment pour suivre l'intrigue malgré mes difficultés avec ce style narratif typique des BD franco-belges. Ce côté aperçu d'un contexte historique et géographique très tendu et très compliqué, qui concerne principalement les épisodes du milieu de la série, est le gros point fort de ce dessin animé. Car c'est fait dans un état d'esprit descriptif à peu près neutre. Il y a des gentils et des méchants, mais on n'essaye pas plus d'angéliser les gentils qu'on essaye de diaboliser les méchants la plupart du temps. Et respectueux aussi bien du sujet que de l'intelligence du spectateur. Comme dans Cowboy Bebop, ce côté descriptif est mis en avant au détriment de l'approfondissement des personnages principaux, qui sont parfois des figurants dans l'intrigue façon BD Valérian. C'est un peu dommage car ce n'est manifestement pas intentionnel, mais le résultat vaut le coup. Sans plus attendre, résumons l'intrigue plus en détail. Le capitaine Yves Sinclair, pilote héroïque de la Première Guerre mondiale, et son supérieur et ami le colonel Paul Blanchard sont approchés à l'armistice par un Mandchou à la solde du seigneur de la guerre Chang Tso-ling pour livrer à ce dernier des avions de chasse Latécoère et apprendre à ses troupes à les utiliser. Elle se souvient des avions Latécoère quand elle attendait son père qui était parti derrière l'horizon. Oui, j'ai eu cette chanson dans la tête pendant tout le visionnage de l'épisode et il n'y a aucune raison pour que vous y échappiez. Nos héros acceptent cette mission, Mais échouent. Oui, sans cérémonie, leurs avions leur sont volés par leurs ennemis, qu'on présentera plus tard, pendant leur voyage vers l'Empire du Milieu. On ne reparlera jamais de toute la série de ces avions Latécoère. Toujours est-il que tant qu'à faire, Blanchard et Sinclair décident malgré tout de s'établir en Chine, près de Shanghai, et de racheter 1 ou 2 avions pour ouvrir une compagnie de fret. Perpétuellement dans la dèche à cause du coût d'entretien des avions et de la tendance de Sinclair à les détruire au cours de ses aventures, le succès des missions qu'on leur confie dans chaque épisode est pour eux une question de vie ou de mort, même s'il s'agit de livrer une bagnole à l'empereur pour son anniversaire. Or, la défaite du début avec les avions Latécoère n'est pas un accident exceptionnel. Nos héros échouent souvent. Leurs ennemis sont bien organisés et parviennent généralement à tirer leur épingle du jeu. Contrairement à Chasseurs de Dragons, on sait que Sinclair et Blanchard se font quand même payer de temps en temps pour les services qu'ils rendent, mais ils ont en commun avec Guizhou et Lianshu de souvent rater leur coup.
Yves Sinclair est un personnage très lisse de BD belge, son côté loser a donc quelque chose de surprenant. Comme tu l'as dit, c'est surtout ses adversaires qui sont bien organisés, et ses clients sont parfois assez retors. En outre, ses échecs sont parfois dus à son caractère héroïque, qui lui fait estimer que la survie de sa petite compagnie de fret est quand même moins importante que celle d'une bande d'orphelins menacés par le seigneur de la guerre local. Et même indépendamment de ça, la dite compagnie se retrouve impliquée dans les manigances des triades, des révolutionnaires, Chiang Kai-shek est d'ailleurs l'un des clients les plus réguliers, mais aussi de Staline et des Américains, et j'en passe. Sinclair se retrouve souvent un peu dépassé par les événements, et ce n'est pas tant lui qui est un loser que les autres qui sont des winners, en particulier les méchants récurrents. Ok, donc c'est le moment de les présenter. C'est pas évident de déterminer dans quel ordre il faut mentionner les personnages, car le premier épisode est bizarrement structuré et contient très peu d'exposition. Dans la BD, y a pas d'exposition du tout, ça commence direct par Sinclair recruté pour une opération de contrebande. Toujours est-il que voilà, pendant la guerre, Yves était en rivalité avec un pilote allemand, le comte Ulrich von Prahr, qui, comme vous pouvez le voir... Temps mort! Oui, dans les ailes du dragon, les Chinois sont jaunes. Les Japonais aussi, mais on voit surtout des Chinois. Le style graphique est celui d'une BD française des années 70. Outre que ce choix graphique est classique pour ce type de bande dessinée, ici il est utile. Dans un dessin animé où les traits du visage sont essentiellement des formes géométriques, c'est difficile de rendre flagrant qu'un personnage est asiatique. C'est ainsi que dans Code Lyoko, on a un épisode où Sissi se fait passer pour Yumi, dont les parents sont japonaises, sans difficulté. Notez que rien ne s'oppose à ce que Sissi soit elle-même typée asiatique. Les personnages n'ont aucune raison d'en parler, et son père est après tout une caricature d'Hayao Miyazaki. Toujours est-il que dans les ailes du dragon, la présence occidentale en Chine est un vrai sujet. Et c'est plutôt important de repérer du premier coup d'œil qui est chinois et qui ne l'est pas, sans avoir forcément recours à des dialogues lourds. De près, vos yeux bleus ne font pas très chinois, vous savez. Paradoxalement, c'est donc un choix graphique qui évite d'en faire des caisses là-dessus. Et donc, vous pouvez voir immédiatement qu'Ulrich von Prahr est lui-même asiatique. Sa mère était chinoise, c'était même quelqu'un d'important, ce qui fait que le comte Ulrich, qui s'établira en Chine sous le pseudonyme d'Harry Wong et qui sera l'ennemi juré de notre héros, sera plus ou moins intouchable malgré ses malversations. C'est lui qui a l'initiative du vol des avions Latécoère au début, mais la besogne est mise en œuvre par ses complices. Alvaro de Moya, un Mexicain, et une Québécoise, Miss Nugget. No comment. C'est son nom dans la BD. Je m'en fiche que ce soit son nom dans la BD. Déjà qu'elle a pas de prénom. Ah bon, il a pas de prénom. Quitte à introduire un personnage d'aventurière aussi dangereuse que belle, pourquoi a-t-il fallu qu'on lui donne le patronyme d'un menu McDo? Non, je veux dire que Miss Nugget No Comment est son nom dans la BD. Oui, mais je crois pas que le no comment ait mis en référence à son nom. Il y a beaucoup plus de choses à ne pas commenter dans le personnage lui-même, mais on va y revenir. De toute manière, c'est sûrement Nugget au sens pépite d'or. Toujours est-il que leur patron du premier épisode, Ulrich von Prahr donc, n'est pas un personnage de la BD. Alvaro et Nugget, si, mais on les y rencontre en dehors de tout contexte, et ce sont déjà des contrebandiers, donc le fait que Nugget n'ait pour ainsi dire pas d'identité choque moins. On va y revenir, je te dis. Le cas de Miss Nugget est un sujet à soi tout seul, je préfère donc le garder pour plus tard. Vu qu'Alvaro est son sidekick, on parlera de lui après aussi. Retenez simplement que ces deux larrons sont impliqués dans tous les sales coups, généralement dans le camp opposé à celui d'Yves Sinclair, occasionnellement pour le compte d'Ulrich von Prahr, c'est-à-dire Harry Wong. En effet, Ulrich est plutôt un ennemi occasionnel. Ses compétences de pilote servent de temps à autre, mais c'est surtout un comploteur. Et j'ajoute un comploteur efficace. Dans ses premières apparitions, il gagne toujours, à tel point que lorsqu'il se fait narguer par Miss Nugget sur ses échecs répétés face au héros, on comprend pas trop d'où ça sort. Ça sort du fait que dans ses apparitions plus tardives, oui, il perd tout le temps. Mais cette remarque a lieu avant ces épisodes tardifs. Les épisodes sont pas dans l'ordre, on s'en est rendu compte en comparant les nôtres avec un listing. Alors ouais, ça aussi c'est un sujet à soi tout seul. Vu que la série met en scène des événements historiques, on a de nombreuses occasions de se rendre compte de deux choses. 1. Aucun listing d'épisodes ne les place dans un ordre chronologique cohérent. C'est facile à résoudre par soi-même et ça pose pas de problème vis-à-vis des scénarios car la série n'est pas du tout à suivre. Le seul élément à peu près pertinent pour établir une chronologie sur seule base des éléments fictionnels est la découverte par les héros qu'Harry Wong est un alias d'Ulrich von Prahr. 2. Il y a un très gros problème avec les durées. La série débute en 1918 et se termine vraisemblablement en 1937. Les héros principaux étant adultes, on peut accepter sur le principe de les représenter toujours de la même façon même s'il s'écoule 20 ans, mais ils ont un sidekick enfant. Lors du transport des avions Latécoère qu'ils se font voler par les méchants, Sinclair et Blanchard rencontrent Cheou, qui travaille comme mousse sur le cargo. C'est un mécanicien de génie, doublé d'un très bon nageur bien qu'il déteste cette activité, et nos héros l'emploient comme mécano et copilote dans leur compagnie de fret. Le problème, commun à beaucoup de séries, on en a déjà parlé à l'occasion de la vidéo sur Chasseurs de Dragons, des enfants qui ne grandissent pas est vraiment difficile à ignorer dans les ailes du dragon. Car même si les épisodes eux-mêmes ne donnent jamais de date, ils mettent en scène des événements se passant en 1918, en 1924, en 1925, en 1931, en 1937... Faut juste admettre que c'est du temps de comics, avec les décennies qui passent, et avec elles les événements historiques, sur un temps de narration assez court.
C'est très surprenant dans une série de seulement 26 épisodes faite si longtemps après les 10 événements historiques. Mais nous ne nous en plaindrons pas outre mesure, car en contrepartie, les événements mis en scène sur ces 20 années d'entre-deux-guerres sont hyper intéressants. En tout cas pour nous qui n'y connaissons rien, et ce projet valait bien cette incohérence. La série a l'air d'avoir conscience que pas mal de temps passe. Nugget et moi, ça fait trop longtemps. Je ne te le fais pas dire. Faisons quand même la remarque que ce problème aurait pu être évité facilement en faisant de Chew un adulte. Ce qu'il est d'ailleurs dans la BD. Le fait qu'il soit un enfant ne sert qu'à installer une relation de mentor à disciple entre lui et Sinclair. En tout cas, au cours de la série, Ulrich a le temps d'être intouchable, d'être quand même arrêté, puis de se mettre comme si de rien n'était au service des Japonais lors de leur invasion de la cité interdite. Comme dit précédemment, il perd de son prestige vers la fin. J'imagine qu'il fallait bien redorer le blason des héros qui ne sont quand même pas brillants pendant une grosse partie de la série. Déjà, au final, ils sont assez évanescents. Chew est le sidekick enfant débrouillard et rusé du héros, sans plus, et Blanchard, dont on s'attendrait à ce qu'il soit le plus approfondi vu que c'est lui qui doit gérer les finances fragiles de la compagnie, est assez négligé au final. Dans un épisode, c'est censé être son anniversaire, mais au fil de l'épisode, ça cesse d'avoir de l'importance. Et à moins qu'un dialogue nous ait échappé, c'est même complètement oublié. Quant à Yves Sinclair, c'est une affaire entendue, c'est un héros assez générique, qui ne se démarque que par sa romance avec Miss Nugget, on y reviendra, et ses compétences de pilote. Faut le dire vite, il passe son temps à se cracher, à détruire des avions, et donc à ruiner son business. Bah, un mauvais pilote se crache une fois. Yves Sinclair, lui, survit toujours à ses crashs, donc a l'occasion dans sa vie de se cracher souvent. C'est un bon pilote. Soit. Les gentils ont tout de même une caractéristique qui les distingue des héros typiques de BD belge. Et notamment de Blake et Mortimer, auxquels on serait un peu tenté de les comparer vu leur dégaine et vu le style visuel. Tu trouves? Non, rien à voir avec Blake et Mortimer. La série a une identité visuelle complètement atypique. Les personnages ont les yeux carrés. Ouais, mais à part ça, ils ressemblent à des personnages de Blake et Mortimer. On voit que t'y connais vraiment rien. Non, pas du tout. Entre les traits anguleux, les contours noirs épais, les ombres noires opaques façon conte de la crypte et les choix de couleurs flashy, ces personnages ont un chara-design unique. La forme carrée des iris n'est que le détail représentatif de tout ce qu'il y a d'inattendu dans leur façon d'être dessinés. Ce n'est ni des personnages de comics super idéalisés, ni des personnages de BD belge à la ligne claire, ni des personnages d'animé japonais, c'est juste unique. Ils sont un mélange de choses qui ne devraient pas marcher une fois mises ensemble et qui marchent. Et à côté de ça, ces personnages atypiques évoluent dans des décors absolument sublimes. Non, vraiment. L'identité visuelle de cette série est marquante et n'a rien de comparable avec Blake et Mortimer. Moi je disais ça parce qu'il y a un blond et un roux et costaud, pas comme Fantasio et Spirou. Bon, sinon, tu te rends compte que tu m'as interrompu? Oui, dis-nous ce qui distingue Sinclair et Blanchard des héros typiques de BD belge. Ils sont pas très à cheval sur la déontologie. Certes, transporter des esclaves, ça dépasse largement leurs limites morales, mais en dehors de ça, ils sont pas très regardants sur les éventuelles malversations de leurs clients. Et même dans un épisode, ils aident les méchants à récupérer leurs armes de contrebande parce qu'ils leur en doivent une et que de toute façon, ils avaient eux-mêmes de la marchandise à eux à récupérer dans ce coin-là. Et c'est pas spécialement questionné par la mise en scène. C'est un peu Marvel. C'est une série historique. Connoter philosophiquement ou moralement des événements historiques, ça ferait peut-être mauvais genre. Et le faire pour les événements fictifs les entourant en s'y refusant pour les événements historiques, ça paraîtrait sans doute un peu étrange. Car oui, redisons-le, c'est une série historique. Elle ne suffit pas à instruire le spectateur, je tiens à le redire également, mais son principal point fort est de susciter son intérêt pour ce contexte géopolitique. Et elle le fait très bien, mais il y a des contreparties. L'une d'entre elles est ce côté occasionnellement un peu cynique, le fait que les héros soient parfois des figurants en est une autre, tout comme le fait qu'ils soient très peu développés. C'est à se demander pourquoi ils ont mis des méchants récurrents alors. C'est de la BD belge. Il faut un méchant récurrent derrière tous les sales coups. Ulrich. Bon, cela dit, comme précisé précédemment, ce n'est pas par le comte Ulrich que ce rôle de méchant récurrent est tenu, mais par Alvaro et Miss Nugget. Ah, Miss Nugget. Parlons-en de Miss Nugget. Oui, tu as dit que c'était un sujet à soi tout seul. Et comment? Bon, c'est surtout un sujet dans les premiers épisodes. Miss Nugget, donc, est une chanteuse québécoise, et Alvaro est son pianiste. Elle se fait passer pour une photographe dans le premier épisode, et entre dans un jeu de séduction avec Sinclair dans le cadre de ses manigances, dans un premier temps pour tuer Sinclair et faire échouer la signature de l'armistice du 11 novembre. Je donnerai mon âme pour un seul baiser. Et c'est bien le diable si je ne l'ai jamais. Miss Nugget, no comment. Une fois la paix signée, les combattants des deux camps sont obligés de se reconvertir dans le privé, et tandis que Sinclair se fait embaucher comme livreur, Nugget se fait embaucher comme mercenaire pour lui voler les avions Latécoère. C'est pas parce qu'on n'est plus en guerre qu'il faut renoncer aux méthodes qui marchent, et dans le reste de la série, elle gardera le jeu de séduction comme mode opératoire principal pour parvenir à ses fins.
Bien sûr, Sinclair se montre plutôt intéressé, et spoiler, bien sûr que ça va être réciproque. Bah, après le maître des bottes, on peut pas en être surpris. Oui, mais c'est pas le problème. Comme on a dit, non seulement Nugget et Alvaro finissent par réussir à voler les avions, mais juste avant la fin de la guerre, Nugget a tenté d'assassiner Sinclair. On a dit que cette histoire de vol d'avion n'était jamais réévoquée, et on peut comprendre qu'au sortir d'un conflit mondial particulièrement violent, les personnages n'aient plus envie d'évoquer ce qui s'est passé avant la signature de l'armistice, mais on est bien d'accord que, logiquement, Blanchard et Sinclair devraient considérer Miss Nugget comme leur ennemi, non ? Oui. Et que si s'associent, ça doit être au mieux un épisode de la collaboration. Oui. Alors, on m'explique pourquoi, dans un épisode sur 2 au début, Blanchard et Sinclair acceptent Miss Nugget dans leur bande comme si c'était leur amie et partagent des informations confidentielles avec elle, l'air de rien. Au contraire, nous connaissons la charmante Miss Nugget. Je me ferai un plaisir de l'accueillir personnellement pendant que Sinclair sera à l'entraînement. On m'explique pourquoi, un coup sur 2, elle est traitée comme une vraie antagoniste à qui ces grosses nouilles de Blanchard et Sinclair font confiance malgré tout ce qu'elle leur a fait juste parce qu'elle est sexy, et un coup sur 2 comme un Cartman. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de devenir diva. Vous ne prenez pas de notes ? J'ai une mémoire d'éléphant. Est-ce que c'est dû au fait que sur sa fiche de personnage, il y avait juste écrit « femme fatale », que tous les scénaristes n'avaient pas la même définition d'une femme fatale et qu'ils étaient trop flemmards pour lire la Bible littéraire et voir ce qui s'est passé dans les épisodes précédents ? Dis-moi que la BD explique tout. Alors, oui, mais non. Faut dire qu'en fait, c'est un peu comme... c'est pas pareil. Bon, les 2 tomes de la BD, c'est principalement de l'action. Il y a très peu de contexte et de backstory pour les personnages. Le pitch est très vaguement repris dans un des épisodes, mais découle sur des péripéties différentes, donc on peut pas vraiment dire que l'épisode soit une adaptation. Le premier tome de la BD raconte comment Yves Sinclair est payé par un seigneur de la guerre chinois pour récupérer une caisse de fonds gardée par Miss Nugget à Pékin, et de les escorter tous deux, la caisse et Miss Nugget, jusqu'aux clients de Sinclair. Tout un tas de gens, Sinclair et Nugget compris, rêvent de voler la caisse pour leur compte personnel et des péripéties s'en suivent. Le tome 2 continue à raconter les péripéties autour de cette caisse, sauf que cette fois, Sinclair et Miss Nugget, no comment, ont décidé de s'associer pour la voler. Tout le monde meurt à la fin. Je crois. C'est pas que la BD soit scandaleusement mauvaise, mais en termes de course-poursuite à travers la Chine qui dure tout un tome de BD, Maurice Tillieux a fait plus passionnant, plus détaillé et moins confusionnant. Mais donc, moralité, dans la BD, Blanchard n'existe pas et Sinclair, Nugget et Alvaro sont associés. Peut-être que dans un premier temps, la série n'a pas su se décider sur si elle voulait reprendre ça de la BD ou pas, pour finalement décider que non. Après tout, comme tu l'as dit, cette bizarrerie concerne surtout les premiers épisodes. Oui, le concept d'ignorer totalement le fait que techniquement Nugget est l'ennemi des héros, pas juste adversaire, ennemi, à leur première rencontre elle a essayé de le tuer, c'est une spécificité du début de la série. Par la suite, il arrive aux héros de faire exagérément confiance à Nugget malgré ce qu'elle leur a fait par le passé, mais il semble avoir un chouïa plus conscience de l'incongruité de la chose. Ça n'empêche pas Blanchard de dire dans un épisode tardif que Miss Nugget est son amie, mais d'une part, c'est dans un épisode qui n'a de toute façon aucun sens, on y reviendra, et d'autre part, ça s'inscrit dans le contexte. Sinclair et Blanchard trouvent Miss Nugget sexy, ils ont clairement envie de se la faire, même si Blanchard se résigne à ce qu'elle préfère Sinclair, et donc il lui passe tous ses méfaits. Alors, il y a au moins une logique. Miss Nugget, no comment. Et Alvaro dans tout ça ? Alvaro, on sait pas trop quel est son rapport exact avec Nugget. Elle tient suffisamment à lui pour vouloir le sauver quand il est en danger, et pour perdre son sang-froid à la perspective qu'il meurt. Alvaro est jaloux de l'intérêt que Nugget porte à Sinclair, et la réaction de Nugget à l'expression de cette jalousie donne à penser qu'Alvaro et elle sont en union libre. À part ça, Alvaro est plutôt lâche, mais le scénario le laisse briller de temps à autre, afin de le rendre aussi intéressant que peut l'être le sidekick de la méchante. Ce sont de bons antagonistes. Ils sont compétents sur le terrain, Miss Nugget nous fournit même une justification au fait de se battre avec des talons aiguilles. A l'instar de Sinclair et Blanchard, il leur arrive de rater leur mission du jour, mais plus parce que les circonstances leur sont défavorables que par leur faute. Occasionnellement, le scénario les met dans des situations ridicules, mais ils ne sont jamais ridiculisés durablement. En outre, comme ils sont mercenaires et vendent leurs services aux plus offrants, il n'y a rien d'incongru à les voir changer de camp tout le temps. Dans cette série un peu cynique, on n'est visiblement pas ennemis pour la vie, et entre deux coups fourrés qu'elle lui fait, Yves aime bien venir voir Miss Nugget chanter au Chinese Parrot, le club à Shanghai où elle pourrait gagner sa vie honnêtement avec Alvaro qui l'accompagne au piano si elle avait pas la passion du grand banditisme. Il aime venir la voir tout court, je pense pas que ce soit les chansons qui l'intéressent. Pourquoi tu trouves que c'est mal chanté ? Oh non, au contraire. Et d'ailleurs, c'est surprenant, dans un doublage français pour une série animée télévisée, d'avoir des chansons aussi bien chantées. Non, c'est simplement que Miss Nugget chante toujours les deux mêmes chansons. Ouais, d'ailleurs, il y a un épisode où Miss Nugget chante une de ses deux chansons à des enfants de la mission du Père Doré pour les calmer, tandis que Wu Pei-Fu a assiégé les lieux.
En soi, c'est très honorable de sa part de vouloir remonter le moral des enfants. C'est d'ailleurs un détail de sa personnalité qui est toujours constant et qui fait que même dans ses moments de méchanceté les plus sombres, elle ne pourra jamais être considérée comme une méchante très méchante. Contrairement à Lady Frenzy dans Le Maître des Bottes, elle aime sincèrement les enfants. En tant que mercenaire, elle est pro, elle fait ce pourquoi elle est payée, qu'il s'agisse de vol, de trafic ou de meurtre, mais dès que la cible c'est des enfants, elle rechigne et il faut qu'Alvaro la force pour qu'elle fasse le boulot. Ok, donc c'est très honorable de sa part de s'occuper des enfants. Mais c'était vraiment nécessaire de choisir la plus aguicheuse des deux chansons quand l'autre aurait sûrement été plus adaptée à un public enfantin. Je ne suis pas vraiment un ange, tu n'es pas vraiment un saint, mais j'ai cette foi étrange que nous deux ce serait divin. Passe encore, c'est une chanson de cabaret. C'est normal pour une chanteuse de cabaret de ne penser qu'à des chansons de cabaret quand elle doit improviser un spectacle dans l'urgence pour apaiser les civils en danger. Ce que j'aimerais bien qu'on m'explique, moi, c'est pourquoi le Père Doré, quand c'est son tour de rassurer les orphelins, choisit de leur chanter la même chanson. J'ai tout essayé, rien. Je suis pas vraiment un ange, tu n'es pas vraiment un saint, mais j'ai cette foi étrange que nous deux, ce serait divin. Ça reste tout public, mais c'est quand même pas très adapté à la soutane. Il connaît peut-être pas d'autres chansons. J'ai eu une éducation catho, je te promets que les prêtres connaissent des chansons, il y en a même de très très jolies et très très apaisantes. Bon alors j'en sais rien. En tout cas, si vous avez un jour eu envie de voir un dessin animé où Henri Doré aguiche des enfants avec une chanson de cabaret, Les Ailes du Dragon est faite pour vous. Bon, à noter que le baiser que Nugget réclame dans cette chanson, elle finit par l'avoir. Tout le monde s'en fout. Ce dont on ne se fout pas, c'est de l'action. Les avions sont en images de synthèse, un autre choix graphique de la série qui surprend. Ça choque un peu au début, mais ça permet des numéros de voltige plutôt classe, et on finit par ne plus remarquer la disparité graphique. Plus généralement, c'est là encore de l'action très BD franco-belge. Pleine de suspense, de rebondissements et de ruses divertissantes de la part des gentils comme des méchants. Bon, la finalité de ces ruses n'est pas toujours très compréhensible, on a dit que le scénario était occasionnellement un peu bancal ou abscon, mais souvent, même dans ces cas-là, ça fait mouche. De la même manière que dans Alix, la gestion du hasard est assez éloignée de ce qui se fait couramment aujourd'hui, avec la chance qui est parfois clairement du côté des héros. Le niveau de violence est lui aussi assez voisin de celui d'Alix. C'est-à-dire que c'est une série pour enfants, mais s'il faut montrer des morts de temps à autre, c'est envisageable. Oui, cela dit, la série fait parfois des choix de censure un peu étranges. À 2 reprises, on entend une musique qui, en toute logique dans l'histoire, devrait être la Marseillaise. Mais c'est une sorte de variante bizarre, ils ont censuré la Marseillaise? Ou alors on est dans un monde parallèle où tous les événements de l'entre-deux-guerres ont lieu en moins de temps et où la Marseillaise a une autre mélodie? À côté de ça, ils n'ont pas censuré Mao, ils se sont même payé le luxe de le présenter sous un jour très positif, à une époque très antérieure à sa prise de pouvoir. Pourtant, ils tiennent à ce qu'on comprenne bien que c'est le Mao Tse-tung. Le fait qu'il s'agisse de Mao est un twist de fin d'épisode, mais les dessinateurs le représentent à peu près tel qu'il est sur son portrait officiel mais rajeuni, alors que le jeune Mao historique ne ressemblait pas du tout à ça. Restons sur Alix pour dire que le générique du début des Ailes du Dragon a en commun avec celui d'Alix de ne pas avoir de paroles, mais d'être quand même plutôt long, ce qui le rend bien mais assez bizarre. Le générique de fin, malgré son dragon en CGI qui ne correspond à rien dans la série, est plus classique. La musique en général, vous avez pu vous en rendre compte, cherche à rendre une ambiance chinoise stéréotypée sans trop en faire. C'est adapté à ce qui est présenté à l'écran, donc c'est plutôt une bonne bande-son. Le ton de la série est assez sérieux et rationnel. Il s'agit de cascades en avion dans un contexte historique inspiré de faits réels, ça se prête pas vraiment à introduire des péripéties extravagantes et de la magie. Donc, la série n'en contient pas. Si on accepte bien sûr l'épisode complètement what the fuck avec le Dalai Lama. On n'a sincèrement rien compris à cet épisode. On a vaguement compris l'intrigue, mais on n'a pas du tout compris pourquoi l'intrigue. Ma meilleure hypothèse est qu'on a laissé le stagiaire de 3ème écrire l'histoire que personne ne réclamait sur la mère d'Yves Sinclair convertie au bouddhisme tibétain, et donc il a fait un freestyle où elle revient d'entre les morts pour faire léviter des avions et venir en aide à son fils évanoui en le faisant apparaître ailleurs sous forme de projection astrale et ouais. Les séries animées ont parfois cette tendance étrange à mettre un épisode qui sort du lot sans raison apparente. On peut penser dans ce registre à l'épisode de l'île des jours de fête dans Daria, ou l'épisode hors continuité sorti de nulle part dans Conan l'Aventurier, ou l'épisode 13 de Digimon 02, et j'en passe. Mais c'est bien possible que l'épisode de la mère d'Yves Sinclair dans Les Ailes du Dragon surpasse même cela. C'est parce que c'est dans l'ensemble une série plutôt sage. Adaptée d'une BD très courte et plutôt obscure, elle est elle-même assez courte et peu connue.
C'est dommage car, bien que modeste dans ses ambitions, elle fait efficacement ce qu'elle propose, et ce qu'elle propose, des aventures palpitantes dans un contexte historique qu'elle fait découvrir aux spectateurs par ce biais, est rare non seulement sous cette forme, celle d'une série animée pour la jeunesse, mais aussi, à notre connaissance, pour cette situation géopolitique, celle de la Chine des années 20-30. Pour son style visuel plaisant, ses scénarios divertissants et son cadre intéressant, Les Ailes du Dragon méritent qu'on s'en souvienne. On dit que je suis no comment, mais je serais pas Miss Nugget si j'étais pas comme ça.